Voyons à présent une méthode qui tend à se développer en Champagne avant les vendanges. Il s'agit de la dégustation des baies de raisin, une méthode qui permet de vendanger la parcelle au bon moment et qui a été initiée il y a une dizaine d'années dans les vignobles de Bordeaux et de Bourgogne. Explication avec Sophie Dumay et Xavier Claes. Piquer un grain de raisin, par-ci, par-là, de loin on peut penser qu'il s'agit du hasard. Pas tout à fait. 2 fois par semaine, les baies sont prélevées sur des parcelles référencées. Ici, le terroir du village de Vertus s'étale sur près de 600 hectares de vignes. Avec des expositions différentes, les parcelles ne mûrissent pas tout en même temps. Pour nous, il était important de pouvoir aller un peu plus loin que les analyses purement classiques, à savoir sucre et acidité, mais voilà, s'intéresser vraiment au potentiel aromatique de ces raisins afin de pouvoir adapter le circuit de cueillette. Pour la 4e année, la coopérative de la Goutte d'Or a instauré cette méthode de dégustation de baies de raisin. Réunis en comité, les adhérents et les œnologues vont analyser l'évolution des arômes prélevés sur la quinzaine de parcelles sélectionnées. L'exercice consiste à déterminer le point de bascule. Sur les chardonnays, la bascule aromatique, c'est qu'on passe du citron vert au citron jaune, voire la tarte au citron, le citron confit. Si la date d'ouverture de la vendange pour le village de Vertus a été fixée au 20 septembre, pour autant, tous les vignerons ne commenceront pas forcément à cette date. L'avantage de faire la dégustation, on se rend compte de ce qui peut attendre, de ce qui ne peut pas attendre. Et on voit bien qu'il y a des vignes qui avancent beaucoup plus vite que des autres et qui sont dans le même secteur. Donc ça nous a, pour la vendange, ça nous permet de commencer à des endroits bien appropriés. Déterminer la maturité des baies de raisin peut réserver des surprises. On le voit aujourd'hui, à la dégustation d'aujourd'hui, on a une parcelle qui, d'un point de vue technologique, est moins mature qu'une autre, c'est-à-dire que elle est plus faible en sucre et plus élevée en acide. Et pourtant, au niveau du goût, donc la maturité aromatique, elle est beaucoup plus avancée que l'autre. Chaque année, le circuit de cueillette s'avère différent. Déterminer la maturité aromatique est un art qui s'apparente de très près à celui des dégustations de vin. Il n'a pas souffert des mauvaises conditions météo. Il s'agit de la culture de la pomme de terre. Nous sommes en pleine période de récolte et nous avons suivi une jeune agricultrice à Colmiers-le-Haut. Elle produira cette année 10 à 12 tonnes de pommes de terre en filière bio. Reportage de Laurent Menet et Olivier Mayer. Aux premières heures de la matinée et avant que le thermomètre ne s'envole, Aude Catla, aidée de son père, récolte des pommes de terre. Un travail fastidieux qui se fait essentiellement à la main. À peu près 80 raies, je pense. Oui, mais dans les printanières, on a déjà bien avancé là. Ouais. Cette semaine, on va finir les printanières. Ouais. Les variétés répondent au doux nom de Désirée, Bernadette ou encore Amandine. Cette année, la pomme de terre est de qualité, malgré une météo capricieuse. Il y a eu une période de grande pluie au mois de mai-juin, mais étant donné qu'on avait planté les pommes de terre assez tard, elles étaient à un stade qui a fait qu'elles n'ont pas trop souffert. Donc les variétés un peu précoces ont un petit peu plus souffert, mais ça va, c'est quand même bien passé. Aude Catla produit du 100% bio. En amont, elle a choisi des variétés adaptées à la fois au sol et au climat. On met déjà de traitements chimiques. Généralement, on ne met pas grand-chose. C'est mes petites mains qui font les traitements. Donc les mauvaises herbes, c'est mes petites mains qui les enlèvent. Étant donné que c'est nos plants, ils sont quand même adaptés au climat, à tout ce qui peut se passer. Donc ils sont quand même assez forts et ils sont assez résistants. Les petites pommes de terre seront utilisées une fois germées comme de nouveaux plants pour l'année prochaine. Toute la production est conditionnée sur place puis étiquetée. Aude Catla produit aussi des lentilles 100% organiques. Pour cette jeune agricultrice, le bio s'est imposé à elle dès le début, par conviction. Ça représente déjà une qualité de vie. On n'a pas besoin de toucher des produits dont on ne sait pas l'impact qu'ils peuvent avoir, bien qu'aujourd'hui on sait de plus en plus les conséquences que ça peut avoir. Je peux emmener ma fille au champ dans les pommes de terre sans craindre qu'elle mette quelque chose dans sa bouche, ça ne sera pas grave. Moi aussi, je ne respire pas de choses qui pourraient me faire du mal. En termes économiques, c'est aussi très positif, car l'investissement est réduit en l'absence de produits de traitement. Cette année, Aude Catla table sur une production de 10 à 12 tonnes de pommes de terre.
4 jours après l'incendie qui a ravagé le château du Jard à Orbey-l'Abbaye dans le sud-ouest de la Marne, de retour chez elle, la propriétaire de ce qui fut une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle a constaté les dégâts. Elle espère toutefois pouvoir reconstruire sa demeure à l'identique. Delphine Dubourg, Xavier Claes. Dans la vallée du Surmelin, Orbey-l'Abbaye, village de 600 âmes, surtout connu pour son église du XIe siècle. Mais pour les habitants, il existe un autre édifice qui marque leur histoire. C'est peut-être un manoir, mais ici, on l'a toujours appelé château. Il représente beaucoup de choses pour les gens du pays, puisque plein de générations ont travaillé dans le château, de mère en fille, de père en fils. Ils ont tous travaillé dans le château. Le château du Jard, c'est ce gîte qui appartient à Colette Thienot-Leroy. Habituellement, elle dort dans l'aile gauche de cette bâtisse, sauf la nuit où l'incendie a eu lieu, car Colette était hospitalisée. De retour chez elle, elle ne peut que constater les dégâts. C'était vraiment très dur. Après un séjour à l'hôpital, où pendant lequel il y a eu lieu, ça me fait deux accidents en même temps. Donc c'est beaucoup. Une première partie de la demeure a été construite au XIIIe siècle. Dans les années 1800, elle est rénovée et agrandie et obtient son surnom de château. Après le sinistre de la semaine dernière, il ne reste plus rien du toit ni du premier étage. L'avenir pour moi est limité, mais la maison, elle, je la vois reconstruite forcément, complètement, identique. Il y a pas, toutes les pièces ne sont pas abîmées. Il y a des choses à récupérer. La propriétaire attend encore l'expertise de son assurance, mais l'indemnisation a été plafonnée à 510 000 €, soit 5 fois moins que le montant pour reconstruire à l'identique. Je vous le disais au début de ce journal, le photographe Gérard Rondeau est décédé cet après-midi à l'âge de 63 ans. Nous l'avions rencontré lors de sa dernière exposition à Reims, exposition intitulée « J'avais posé le monde sur la table ». Je vous propose de revoir ce reportage qui lui était consacré, c'était il y a un an. Dernier coup de chiffon. Ok, essayez de le mettre. C'est le grand jour pour Gérard Rondeau. Décalez-le complètement. Accrochage au millimètre près, attaché au moindre détail. Son exposition « J'avais posé le monde sur la table » au Cellier à Reims est un retour aux sources pour ce photographe qui a toujours voyagé. Mon travail était un peu partout dans le monde, simplement Reims ne m'a jamais quitté, et aussi la Champagne. Et exposé dans un tel lieu, ce Cellier, je pouvais tout rassembler sur les lieux qui sont les miens, c'est-à-dire les caves de Champagne. Je suis très attaché à la Champagne, donc pour moi c'était une rencontre formidable. Né en 1953 à Chalon-sur-Marne, Gérard Rondeau voyage dans un monde en noir et blanc. Son exposition est une rétrospective de ses allers-retours à travers le monde, entre le siège de Sarajevo, ses années de photographe pour le journal Le Monde et ses clichés qui s'attardent sur la Champagne-Ardenne avec une série de portraits d'anonymes réalisés à la fin des années 80. Vous pouvez rencontrer naturellement des cavistes, vous pouvez rencontrer un écrivain ardennais, André Dautel, vous pouvez rencontrer une agricultrice, mais vous pouvez aussi rencontrer des ermites biélorusses qui sont à 20 km de Reims. Il y a toujours un rappel à l'histoire. René Lacanne, un ancien grand bandit, le rabbin à l'époque de la synagogue de Troyes, ça nous renvoie à d'autres histoires à chaque fois. Le titre de l'exposition de Gérard Rondeau est aussi un hommage à une figure rémoise qui a beaucoup guidé l'artiste. J'avais posé le monde sur la table, c'est une phrase de René Daumal qu'il a écrite. Alors René Daumal est un rémois, ils étaient 4 jeunes gens extrêmement talentueux et avaient fondé un mouvement surréaliste qu'ils ont appelé le Grand Jeu. Et parmi eux, il y avait entre autres Roger Gilbert-Lecomte, Roger Vaillant et René Daumal. Collectionner des voitures anciennes, une passion dévorante, comme vous allez le voir ce soir dans Ici et pas ailleurs. Sandra Julien et Daniel Samulzik ont rencontré une personnalité, une référence dans ce domaine. Il s'agit du président de l'Association des amateurs de voitures anciennes des Ardennes. Bienvenue à Novy-Chevrières. Vous aimez les vieilles voitures?
Eh bien, vous serez servi. Nous sommes ici, et pas ailleurs, pour un sacré collectionneur. À 85 ans, Roger Darc vient d'acquérir sa 30e voiture, une 305 Break, ce qui fait de lui le plus gros collectionneur de son club dont il est aussi le patriarche. Viens voir. Roger a choisi la DS aujourd'hui, mais... On n'arrive pas à enclencher la vitesse. Et c'est Bernard, bien sûr, qui s'y colle. Je suis enclenché à fond. Oh, bah oui, là, ça coince. Contact. Starter. Le problème, quand on a beaucoup de voitures, c'est de les sortir régulièrement. Heureusement, dans cette joyeuse bande d'amis, on se les passe régulièrement. Et voilà la bande à Roger de nouveau sur les routes et sous nos yeux, un petit échantillon de ce que l'industrie automobile a pu produire en un demi-siècle. Torpedo, Prima Stella, Alpine, Triumph, Spitfire ou encore DS. Et, aidés par le plus grand des hasards, nous avons même eu droit à une panne. Ça tombe fréquemment en panne, alors bon, il faut prendre des précautions, voir ce qu'il faut pour pouvoir se dépanner sur le bord de la route. Mais ça reste relativement simple. Vive Alex! C'est une jeune fille, je pense même qu'elle est vierge. C'est parti! Roger est aux anges, il aime les voitures quand elles roulent. Il ne parlera pas de sa préférée, il n'en a pas. Je les aime bien tous. Ah oui, je les aime bien tous. C'est agréable l'été, rouler en décapotable, 55, 60, on est un petit peu lié avec la nature. Et pourtant, il y en a de tous les âges, de toutes les couleurs, de tous les styles, et c'est lui-même qui a refait les mécaniques. Normalement, ça devrait y aller, hein. Ça a commencé en 1970. J'ai travaillé un petit peu chez Renault pour faire de l'argent de poche. Et puis, tout doucement, mécanique. Et on livrait les voitures à cette époque-là, les Renault 8, les 4L, les R6, chez le client. Et il y avait toujours une voiture ancienne à ramener, qui était dans la reprise ou qu'elle a la casse. Et c'est comme ça que je me suis mis un petit peu à la mécanique. Et puis après, ça m'a mordu. Et j'en suis arrivé à ma petite industrie, là. Patrick, son fils, s'est occupé des carrosseries et des peintures. Je suis fier des voitures que l'on fait. Comme on dit, la peinture aussi, c'est ce qui fait toute la beauté de la voiture. Alors nous, les peintres, on dit qu'on est esthéticiens de l'automobile. Dernière acquisition de Roger, une 305 version break. La 305, pourquoi vous l'avez achetée? Vous en avez besoin? Un coup de foudre. J'allais faire réparer une voiture au garagiste et puis il y avait ça. Et il me dit, tiens, je suis embêté avec ça, ça t'arrange? Il m'a pas dit 2 fois. Et mon gendre était venu avec moi, on est revenu avec 2 voitures. Et voilà. C'est pas vieux, j'ai pas encore la carte grise. Ne lui parlez surtout pas de voitures modernes. Il les voit comme des monstres. Un modèle récent, je veux pas de ça. J'ai déjà pu mettre... Vous voyez pas tous les boutons qu'il y a partout, les compteurs, les... Ah non, 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 non. Roger, c'est l'âme du club, son président d'honneur, et ceux qui en parlent le mieux, ce sont ses amis. C'est notre exemple de ténacité, de recherche, de connaissance, et on aime bien venir chez lui. Puis on est toujours bien reçu. J'ai eu affaire à lui. J'ai été le voir la première fois, et il m'a pas très bien reçu. Ah. Il faut reconnaître qu'il m'a dit, vous voulez vous lancer dans les véhicules de collection, mais c'est pas n'importe qui peut faire quelque chose de bien. J'ai dit, écoutez, vous venez me voir, et puis voir ce que je fais, et puis on en discutera. Et puis depuis ce jour-là, il ne me quitte plus. L'association des amateurs de voitures anciennes des Ardennes est un club de passionnés. Et leur démarche s'inscrit dans une volonté de valoriser et de transmettre tout ce patrimoine. Vous pensiez vraiment que je n'aurais pas osé? Vous avez eu tort. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.
Merci Sandra, à très bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne pour de nouvelles aventures. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette dernière information. Le trafic TER est interrompu entre Château-Thierry et Dormans depuis cet après-midi en raison de feux de talus. Des moyens de substitution ont été mis en place. Voilà, le 19-20 continue, l'information continue dans le 19-20 avec tout de suite la météo suivie du journal de la rédaction nationale. Prochain rendez-vous d'information en Champagne-Ardenne, c'est dans le Grand Soir 3 tout à l'heure vers 22h. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et on se retrouve demain à 19h. Au revoir à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.